Bienvenue à Haiti Tech Connect pour un autre épisode. Aujourd'hui, on va parler de gouvernance, de résilience, de planification stratégique aussi pour le numérique avec un invité, je pourrais dire un invité spécial parce que c'est le premier étranger qu'on reçoit sur notre plateau. Xavier Michon, qui est représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement. Il est basé en Haïti et il a travaillé dans beaucoup de pays. Il est d'origine française et aussi, je pense qu'il a des racines boliviennes. Xavier, Bonjour Jean-Marie et présentez-nous qui bonjour. est Xavier Michon. Xavier Michon est comment s'appelle, un serviteur du développement. J'essaie de travailler sur la base de principes, de motivation, d'idéaux, et que cela s'applique aussi dans mon travail en Haïti, un pays qui m'a captivé, que je connais depuis longtemps d'ailleurs, via différentes phases de ma vie. Et ça a été un choix professionnel de me présenter comme candidat en Haïti. Je l'avais déjà fait savoir il y a très longtemps. Et je suis arrivé ici il y a moins de 2 ans. Et je ne regrette pas du tout ce que je fais. Et je continue avec la même intensité, enthousiasme, mais la même volonté de faire avancer les choses. Et surtout avec beaucoup de respect et en étant à l'écoute d'Haïti. Donc c'est vraiment un plaisir d'être avec toi et de pouvoir avoir un petit dialogue et échanger sur des idées sur la réalité haïtienne, mais surtout ses potentialités et ses forces comme un pays qui a beaucoup de choses à offrir. Tu es d'origine franco-bolivienne et donc tu as vécu en France, peut-être tu es né en France ou tu as vécu en France. Parle-nous un petit peu de cette origine-là, si je peux dire. Alors, avant tout, oui, je suis fils d'une mère bolivienne et d'un père français qui se sont rencontrés au Mexique. Moi-même, je suis né au Honduras, mais Wow. mon séjour en France est extrêmement limité. Ce n'est qu'une partie de mes études, donc quelques années de ma vie. Et ma vie m'a porté, de par la profession de mon père, de sauter d'un pays à l'autre. Donc j'ai gagné, cette passion, cet intérêt, cette curiosité de me rapprocher des cultures, d'essayer de me connecter. Je ne dis pas de les comprendre parce que chaque culture a son intensité et ses complexités, mais ça s'est transmis d'une génération à une autre. J'en suis une deuxième génération, même si moi je suis rentré aux Nations Unies, qui était pour moi cette expression ultime d'une cause basée sur des principes, des valeurs universelles, et aussi cette volonté que j'avais de découvrir le monde, de pouvoir interagir avec le monde. Et voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interagir avec Haïti. C'est super, mais je crois que cette diversité aussi a permis que tu comprennes, que tu appréhendes mieux certaines réalités, surtout pour un pays comme Haïti, on est un pays fragile, comme on le dit, et je crois que ça t'a aidé un peu pour pouvoir avancer dans ton chemin. Euh, euh, Xavier, pourquoi tu as fait le choix d'Haïti? Alors, juste pour donner un ordre d'idée, j'ai vécu ma première scolarité, et je l'ai dit lorsqu'on a inauguré un centre de formation au CAI, donc en tant que tout petit, a été au CAI. Donc j'ai vécu 1 an au CAI. Mon Oh, père wow. travaillait en ce moment dans un cadre privé qui l'avait amené là-bas. Donc déjà, il y avait une petite graine qui s'était plantée. Et au cours de ma carrière, j'ai eu des opportunités de m'occuper d'Haïti pour le PNUD, qui a fait une grande partie de ma carrière, donc venir très souvent. Et j'ai vécu aussi sur l'île d'Hispaniola, donc dans le pays voisin de l'autre côté de la frontière. Oui. Et donc j'avais beaucoup d'amis aussi dans les années 90. Je venais très souvent ici. Donc de par plusieurs interactions, Haïti a toujours été d'une façon ou d'une autre présente à des moments de ma vie. Et le premier moment, c'était ma première scolarité. Et et en étant à New York dans une autre organisation qui s'occupait plutôt de thèmes d'investissement, j'ai exprimé au PNUD mon intérêt de venir comme représentant en Haïti. Et il s'avère que le représentant qui était ici est parti plus tôt que prévu. Ils m'ont appelé et voilà, j'ai accepté tout de suite. En une semaine, j'étais là. Et le reste, c'est la petite histoire. Ça fait 1 an et 8 mois que je suis là et je continue dans le cadre de mon travail. Oui, compliment aussi parce que tu es très présent, je ne peux pas dire que tu es partout, mais
surtout avec ce qui a rapport avec la jeunesse. Je te vois très présent et aussi tu as toujours des conseils à prodiguer à ces jeunes. Je crois que c'est aussi une opportunité pour Haïti de d'apprendre de ce que tu peux offrir aussi. Comment se présente une journée typique du représentant résident des Nations Unies en Haïti? Alors, je pense que dans n'importe quel travail, il n'y a pas de journée typique. Au moins, à moins qu'on travaille à la chaîne dans une, comment ça s'appelle, dans une fabrique. Et encore moins si on travaille dans le cadre de développement dans un pays si riche, complexe comme Haïti, où il y a justement des opportunités, il y a des tensions, il y a des imprévus, où on travaille sur des plans de contingence d'une façon continue et on essaie de s'adapter à des réalités qui fluctuent dans le temps. Donc, on s'adapte à l'immédiat, mais on essaie de maintenir un ordre. Et ce ordre, par exemple, comme tu le dis pour nous, c'est la jeunesse. Et je vais revenir naturellement, je suis certain qu'on va en parler. Donc, j'essaie de combiner le stratégique, c'est le long terme, le positionnement du bureau sur la base d'une réflexion et d'une écoute des autorités, qu'elles soient publiques, qu'elles soient aussi de la société civile et des différents acteurs du privé, pour encheminer quelque chose qui soit cohérent, qui accompagne justement les stratégies, les ambitions du peuple haïtien de par ses politiques publiques, ses stratégies nationales et naturellement les plans du gouvernement. Et ça, c'est un peu l'élément moteur qui est dans mon arrière-pensée. Mais il est évident que le jour, il y a une partie de mon travail aussi qui se dédie au plus simple histoire, des problèmes logistiques. On sait très bien qu'acheminer du matériel depuis les ports ici est compliqué, jusqu'à m'occuper des réalités qui affectent mon personnel de par la situation que l'on vit. Et cela est un élément extrêmement important de motiver une équipe. Je vais mettre en avant que le PNUD, c'est à peu près 200 personnes. Et je le dis avec beaucoup de fierté, c'est une équipe en grande partie, et dans sa majorité à 90% haïtienne. Ce sont des Haïtiens talentueux qui y croient, qui travaillent. Et je dois dire que je suis extrêmement content et je me sens très honoré d'avoir cette opportunité d'avoir intégré cette équipe. Donc, tout ça un peu une réalité de combiner les réalités du jour le jour, voir les opportunités du moment, mais toujours avec une boussole qui est justement ce long terme. Et je pense que c'est construire sur les opportunités, les potentialités dont on va parler. Pour moi, je pense qu'un vecteur important, c'est l'écoute. Et vraiment être à l'écoute d'eux. Et pas venir avec des idées préconçues. Essayer justement d'interpréter, de valider, de corroborer ce qu'on me raconte. Et justement, de là, essayer d'interpréter et de trouver un entendement avec les partenaires nationaux, mais surtout de passer de l'idée à l'action. Et c'est pour moi un thème fondamental. Donc, pas rester dans l'accord et après rien ne se passe, mais quel que soit ce que l'on fasse, c'est justement mettre en avant des actions, sachant que je veux mettre en avant, le PNUD est avant tout une organisation technique. N'oublions pas que oui, on a des financements, mais avant tout, ce sont des techniciens qui peuvent avoir un dialogue technique et mettre en application des projets, des idées. Et c'est pour ça que mon personnel le sait, et je veux faire une petite référence. Sur ma porte, j'ai une photo d'un jeune avec un t-shirt blanc, avec un logo d'une marque sportive mondiale que tout le monde connaît, qu'on connaît le slogan Just Do It. Moi, je l'ai remplacé en créole et ça dit Feli Cunha. Et donc, je pense que le développement, c'est justement passe à l'action, mais maintenant. Les réalités sont que on ne peut pas attendre. Nous avons des Haïtiens et des Haïtiennes dont les réalités sont compliquées. Ils n'ont pas le luxe. Et le premier luxe qu'ils n'ont pas, c'est le temps. Et ça, c'est une raison justement de faire en sorte que même si les conditions ne sont pas parfaites, on doit agir. Et pour moi, c'est une question justement de pouvoir avancer, de pouvoir bâtir, mais surtout d'oser, mais avec comment ça s'appelle, cette arrière-pensée que ça va être maintenant. Et je pense que ça, c'est l'énergie que j'essaie de transmettre à mon équipe au-delà de certains contenus. Non, c'est assez intéressant. Le dernier rapport du PNUD met en lumière les enjeux majeurs de gouvernance, de fracture sociale et quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cela et aussi pour l'avenir parce que on comprend que Haïti, c'est un pays très, très, très,
le contexte est très compliqué, le contexte politique et la situation sociale, la situation économique, c'est très compliqué. Ce rapport-là, et qui met en lumière, comme je disais, euh, les fractures sociales et comment vois-tu l'avenir? Alors, voir l'avenir, c'est un peu la question que je pose à tout le monde, c'est que dit ta boule de cristal, mais revenons sur le rapport, je pense que ça met en évidence qu'il y a une crise systémique où on voit des différentes variables comme la variable de gouvernance, l'élément d'une fracture sociale et naturellement une vulnérabilité économique. N'oublions pas que nous avons 6 années de décroissance économique et ces trois éléments, et on pourrait en ajouter d'autres, mais je pense que ce sont des points saillants, peut-être les points saillants de la pointe d'un iceberg, sachant qu'il y a d'autres éléments par-dessus, mais ça constitue vraiment un défi structurel qui justement doit être considéré dans cette transformation d'Haïti. Donc pour nous, le premier point clé, je pense que c'est un thème que tout le monde discute, c'est justement l'importance cruciale de la gouvernance comme un levier transversal. Et c'est pas simplement la capacité administrative, en termes de capacité de gestion, sa légitimité, sa transparence, la capacité de s'orchestrer d'une façon multisectorielle, mais c'est aussi de comment renforcer les institutions haïtiennes et travailler dans justement ce que tout le monde discute, c'est la fragilité de l'état de droit et la capture des ressources par des acteurs non étatiques que nous connaissons tous sont des gangs qui aujourd'hui minent la capacité de l'État dans le cadre de sa mission qui est de servir les Haïtiens, les Haïtiennes, et ça c'est son rôle fondamental. Une deuxième dimension, justement, c'est la fracture sociale, qui, comme nous le savons tous, est aiguë en Haïti. Et ça, c'est un aspect central. Je veux insister que, et on le sait tous, 54% de la population a moins de 25 ans. Donc, c'est une jeunesse qui, sur papier, représente une dynamique démographique extrêmement puissante. Je l'ai répété dans d'autres instances. D'autres pays avec des politiques publiques, sociales, économiques, sociales et d'autres ont capitaliser sur ce dividende démographique important, cette jeunesse, et je peux en citer certains. Mais il y a aussi l'autre revers de la médaille, c'est que ça pourrait être, si cela n'est pas pris, sachant que nous avons une pyramide d'âge extrêmement favorable, je vois des pyramides d'âge européennes qui sont totalement inversées, où ils se posent des questions, où est-ce qu'on a notre jeunesse qui va activer le monde économique, qui va payer nos retraites, et elle est absente. Ici, c'est aussi, si on ne prête pas attention, c'est aussi une marginalisation économique et sociale si cette jeunesse n'est pas intégrée. Et donc, on doit commencer, et je sais que cela est en train de faire, mais justement à parler d'un accès plus égal aux services essentiels. On parle d'éducation, on parle de santé, et l'autre élément, c'est l'opportunité économique. Et je ne parle pas des disparités territoriales qui sont marquées, où on a des zones rurales et périurbaines qui, justement, ont des dynamiques totalement différentes en termes d'accès à des opportunités. Et donc, je veux terminer sur la troisième mention, c'est la partie économique. Et c'est là où je veux revenir un peu au thème du numérique. Mais on a aujourd'hui une économie qui ne peut pas être dissociée d'une économie informelle, qui, comme le savons tous, est prédominante. Hier, on a lancé un événement qui va avoir lieu samedi sur l'entrepreneuriat féminin, qui s'appelle Halifax, ça va être sur tout le week-end. Et on parlait justement du rôle des femmes comme entrepreneurs. Et les femmes aujourd'hui, c'est 15% des gérantes d'entreprise, dans le formel. Mais par contre, dans l'informel, ce sont les femmes qui sont omniprésentes. Et donc, la question, c'est comment les intégrer. Donc, je reviens du rôle de numérique. Le numérique peut être un levier d'inclusion. Et on doit la comprendre au-delà de la connectivité. C'est simple, c'est pas simplement des câbles, des antennes avec des paraboles, mais c'est un écosystème beaucoup plus ample. C'est un thème d'accès universel à Internet. Il faut former aux compétences digitales. Et je pense que les jeunes aujourd'hui s'auto-forment. Ils ont tous un cellulaire, ils ont cette capacité. Mais de nouveau, je pense qu'il y a des politiques publiques qui peuvent appuyer. Il faut parler d'un cadre réglementaire adapté. Nous avons organisé il y a quelques jours avec le ministère des Finances, d'Économie et Finances, avec la BRH, avec l'Eurocroissance et d'autres partenaires que je remercie, le premier sommet d'intelligence artificielle.
une des actions qui en découle, c'est la constitution d'un Conseil national de l'intelligence artificielle. Je sais qu'ils sont en train de travailler aussi sur une charte de l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Ce sont des dimensions extrêmement importantes et c'est justement ces cadres de concertation qui permettent justement de définir ces cadres réglementaires, ces politiques publiques, ces stratégies. Et donc, on est extrêmement ravis de pouvoir les appuyer. Mais je veux mettre en avant un point qui est fondamental. Il n'y a pas de solution, comment ça s'appelle, unique. Les solutions, lorsqu'on parle du numérique, doivent être adaptées aux nécessités haïtiennes, à ces réalités. Et ça, c'est un thème qui me paraît fondamental. Il n'y a pas une solution unique qu'on importe et puis on développe, mais il y a un ajustement qui doit se faire sur les orientations, les ambitions et les rêves des Haïtiens. Donc, même si le numérique est pour nous un vecteur, je sais pas, d'accès à l'information, je pense que de participation citoyenne, de transparence, d'amélioration de la gestion publique et aussi de création et d'opportunités dans le domaine de l'économie formelle, je pense qu'il faut penser à cette articulation, comme je l'ai dit, sur ces 3 points. La gouvernance, l'inclusion du numérique comme élément, justement pour qu'on l'intègre dans une dynamique de stabilité durable. Voilà. Donc, l'enseignement majeur pour moi, c'est que il faut ces 3 composantes. L'inclusion, que ce soit vraiment une inclusion réelle et ciblée, vraiment un ancrage Provence de cette gouvernance renouvelée, et nous avons une opportunité aujourd'hui avec des scrutins qui vont s'annoncer, et naturellement un écosystème numérique robuste et adapté et qui contribue à cette croissance économique dont on espère. Et je pense que par là, il y a une partie de la solution. Je sais que c'est facile à dire et difficile à faire, mais je pense que la volonté est là et qu'il y a un sens une prise de conscience que ce sont des leviers sur lesquels investir, sur lesquels il faut se coordonner. Et je suis confiant qu'aujourd'hui, il y a un mouvement dans cette direction et naturellement, nous nous situons dans ce cadre pour pouvoir appuyer les différents acteurs qui sont en train de les conduire. Tu viens de le mentionner, tu es à l'écoute et je crois que c'est très important pour pouvoir comprendre la réalité. Et tu viens aussi de mentionner que il y a une forte partie de la population qui est jeune. C'est une opportunité, on le sait, et tu as mentionné aussi dans le cadre du rapport du PNUD, tu es à l'écoute des jeunes et on parle de technologie, on parle aussi des barrières, on parle aussi des problèmes d'accès, on parle du pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qu'ils te disent, ces jeunes, quand tu les rencontres, et ces jeunes, je dirais, qui travaillent dans le domaine du numérique, quelles sont les barrières? Qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là? Je sais qu'il y a un problème fondamental qui est l'énergie. Et donc, qu'est-ce qu'ils te disent, ces jeunes qui sont dans le numérique? Alors, où est-ce que je vais commencer? Pour nous, le thème de la jeunesse est vraiment un thème sur lequel on est en train de mettre un peu l'accent. Et qui est un élément transversal dans notre collaboration avec Haïti, dans notre programmation et dans nos échanges avec, naturellement, les autorités nationales et les différents acteurs de la vie politique, sociale, économique du pays. Ça, c'est la première chose. Nous nous sommes déjà exprimés sur un article que nous avons publié dans America's Quarterly, comme PNUD Haïti. Donc, c'est une publication reconnue aux États-Unis qui couvre le continent, sur un article dans lequel, je ne me rappelle plus exactement le titre, il disait, oui, la prospérité est possible en Haïti malgré les défis. Et nous avions parlé de quelques leviers, au-delà de la position géostratégique d'Haïti qui est unique et sur lesquels il y a décidément des efforts à faire, mais des opportunités énormes. Nous avons parlé de la jeunesse. Donc nous, depuis, ça fait déjà un bout de temps que la jeunesse fait partie de notre message, mais aussi de la structuration de notre collaboration. Nous sommes en train de sortir aussi un document en collaboration avec le groupe Croissance, et je remercie Kessner Farrell pour la collaboration et d'avoir accepté de rentrer dans ce débat avec nous et de construire ce rapport. Et nous l'avons intitulé « La métamorphose silencieuse, comment la jeunesse haïtienne façonne le destin du pays ».
Et nous avons développé tout un argumentaire sur justement cette jeunesse qui aujourd'hui a d'autres attentes, a d'autres points de repère, a extrêmement, comment ça s'appelle, a accès à l'information, a des rêves, a des ambitions et veut participer dans la construction du pays. Et donc, à partir de là, il y a je pense, un thème à discuter. Et naturellement, avec les scrutins, nous avons une jeunesse qui, aujourd'hui, si on peut dire, c'est en 2016, donc à peu près 10 ans. Donc, les moins de 18, la frange de 18 à 28 ans, je simplifie, peut-être c'est jusqu'à 27, parce que c'est pas, n'a jamais voté, n'a jamais participé à un Oui. processus d'élection démocratique. Je pense que nous avons une opportunité, et je ne parle pas des années qui viennent juste après, nous avons une opportunité justement, je pense Haïti, pardon, a une opportunité de rêver sa prochaine phase, son ambition, avec les multiples talents, ambitions et opportunités qu'elle peut présenter, et que cette jeunesse se sente inspirée et qu'elle participe, que ce soit avec son vote, que ce soit avec sa participation à l'organisation électorale, ou en étant parmi les candidats et candidates qui se présentent aux différentes instances, que ce soit locales, comment ça s'appelle, législative ou au gouvernement central. Donc il y a, je pense, un élément essentiel. Nous, un thème qui pour nous est fondamental, et je vais arriver à ce que nous disent les jeunes, c'est le thème de l'entrepreneuriat. Ne pas voir simplement le jeune comme un acteur qui est passif, qui est simplement employé, mais un acteur qui construit, qui a l'initiative, qui est entrepreneur et qui aujourd'hui capte des idées, entrevoit des opportunités et passe d'une idée à un projet économique. Et donc, nous voyons, et j'ai eu l'occasion de visiter des espaces comment ça s'appelle, d'incubation, d'accélération d'entreprise, qui m'ont donné la confiance de dire, oui, il y a des poches de jeunes qui aujourd'hui y croient, qui travaillent, qui construisent un projet avec une petite entreprise, qui utilisent la technologie, qui font croître leur business model avec une acquisition de plus de clients. Et cela, il faut le mettre en avant. Donc, nous, on a décidé et on l'a annoncé, de lancer un processus d'appel à proposition justement à ces entreprises formées de jeunes qui utilisent l'innovation, que ce soit de l'IA ou de la technologie, et qui contribuent. Et surtout, pas simplement pour les appuyer dans leur évolution de leur projet entrepreneurial, mais aussi comme un élément de dire, oui, il y a des opportunités de jeunes, il y a un mouvement, et passer le message au capital, donc des investisseurs, que Haïti n'est pas simplement un pays comme le simplifient les médias, avec des caractéristiques qu'on connaît tous, marquées par la violence, et des jeunes avec des armes. Mais oui, il y a des jeunes aujourd'hui qui y croient, qui jouent sur la base des règles du jeu, qui ont du talent, et ça, il faut le mettre en avant. Et on pense que cela fait partie du message. Et à partir de ce processus, je ne vais pas rentrer parce qu'il y aura un élément de communication. On va annoncer une démarche, comment ça s'appelle, un peu originale pour justement passer ce message et rendre ce processus pas simplement un processus pour quelques-uns, mais quelque chose qui soit aussi motivant, sachant qu'on sait qu'il y a, les investisseurs, il y a toujours un phénomène de troupeau. C'est-à-dire un investisseur réussit et les autres disent, ah bah moi aussi je suis. Donc on veut aussi passer le message qui est aujourd'hui des projets bancables. Ces jeunes aujourd'hui, à certains stades, sont investissables. Les investisseurs peuvent faire de l'argent en s'associant leur capital de la forme X ou Y, quelle que soit sa participation, avec l'instrument financier de leur choix, dans un projet entrepreneurial. Et c'est ça qu'on veut aussi motiver de cette rencontre entre pas simplement des coopérants qui appuient, mais aussi que le capital qui perdure dans le temps s'associe à des entreprises et permettent justement des jeunes entreprises avec des jeunes et permettent d'aller de l'avant. Et j'espère que cela va changer un peu la donne et le narratif. Et donc, ça fait partie des multiples actions. Mais en revenant aux jeunes, moi, j'ai eu quelques jeunes on a eu à peu près 1000 personnes au sommet hier. Plusieurs m'ont su venir et ils me disent, moi, ils m'ont dit, je reflète que mon opinion comme récepteur de ces messages, on se rend compte que nous ne sommes pas seuls. On se rend compte qu'il y a d'autres jeunes comme nous. On y croit, ils nous donnent confiance. Ça a justement donné ces éléments et je pense que la confiance, créer des mouvements, créer des réseaux sont des thèmes fondamentaux, justement parce qu'on voyait qu'il y avait des groupes isolés
de jeunes entrepreneurs, d'incubateurs, peut-être d'investisseurs, de coopérants. Et mettre ces écosystèmes se connecter, je pense que c'est un élément très puissant. Et si on le connecte avec un narratif que oui, c'est possible, oui, il y a des opportunités, je pense qu'on peut aller plus loin. On va revenir sur les projets parce que, comme je le disais tantôt, il y a plein d'activités que le PNUD supporte dans le pays. On va regarder un petit peu comment ce qu'on veut atteindre comme objectif dans le cadre de ces projets-là. Et donc, les jeunes, ils se sentent en confiance parce que ils croient aujourd'hui qu'il y a des acteurs qui supportent leurs idées, qui supportent leurs actions, qui supportent, je pourrais dire, le, 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 leur avenir en quelque sorte. Et maintenant, on sait aussi que les difficultés, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les difficultés sont là. Et on sait que les infrastructures sont faibles. Il n'y a pas le problème de connectivité. C'est un facteur, je pourrais dire, c'est un problème important. 39,3% de la population aujourd'hui a accès à Internet. Et je sais que le nombre d'abonnés à un téléphone, c'est un peu plus de 80%. Mais on a aussi un problème en plus des infrastructures de cadre légal. Donc, qui sont importants, je pourrais dire, pour créer un environnement propice au développement du numérique. Donc, quels sont les défis qui freinent l'intégration du numérique dans les politiques publiques? Ça, c'est une question importante parce que les acteurs doivent se mettre ensemble pour aborder cette question-là, l'État pour créer un environnement, le secteur privé pour les investissements, comme tu viens de mentionner, et aussi je pourrais dire tous les acteurs comme le PNUD et d'autres partenaires internationaux qui interviennent sur Haïti. Comment créer cette dynamique-là? Et c'est important de se mettre ensemble. Donc, quels sont les freins et je pourrais dire euh, les défis qui freinent l'intégration du numérique dans les politiques publiques, d'après le PNUD? Alors, commençons par le thème des infrastructures technologiques et vraiment comment réduire cette fosse numérique. Je pense qu'on commence par les fondements, non, des thèmes de base. Et je pense que c'est une question essentielle et il faut être aussi réaliste. On est conscient que tant que tout ce qui est infrastructure de base, et quand je dis ça, c'est la connectivité, c'est les équipements et c'est l'électricité. Elle reste défaillante et on a eu aussi des petits problèmes dans cette conversation de par cette connectivité. Il est évident que on ne pourra pas parler d'un numérique inclusif, sachant qu'aussi on a des disparités entre des capitales ou des plus grandes villes et le reste du pays. Donc, le fossé numérique, lorsqu'on doit le voir, ce n'est pas simplement un thème technologique, mais cela a des implications sur le social, le territorial et sur les générations. Alors, quelques idées. Il est évident que ça, ce sont des thématiques qui, avant tout, relèvent de l'État, relèvent d'un dialogue avec citoyenneté, mais peut-être quelques idées qui ressortent et qui sont des éléments, disons, connus par tous. Il faut avant tout mettre le thème du numérique comme un thème stratégique. Et ça, c'est au même titre d'apporter de l'eau, apporter des routes ou peut-être de l'énergie. Ouais. Peut-être on peut voir trois dimensions. Avant tout, un thème, et tu le disais, lorsqu'on parle de stratégie, de politique publique, ça commence par une vision. Il faut qu'il y ait une vision claire, qui soit partagée, débattue avec tous les acteurs d'une stratégie numérique et qui contemple une échelle nationale. Et à partir de là, on peut accorder avec tous les acteurs et identifier les priorités, quelle est la couverture du réseau, s'il y a un backbone Internet, s'il y a un centre de données, je ne sais pas trop où. On doit parler aussi de la partie énergie, ça va être de l'énergie verte ou non. Il y a des multiples dimensions qui doivent être discutées. Mais cela relève d'une concertation à tous les niveaux, public, privé et société civile, je me permets, et d'autres acteurs. Cette stratégie doit être portée par l'État. Mais comme je reviens, avec tous les autres acteurs, secteur privé, notamment les télécoms, les acteurs de la tech, les collectivités locales, je pense que c'est un thème fondamental. Cette vision est fondamentale. Je pense que ça donne l'élan et ça donne la direction. Il est évident qu'on peut avoir une vision, mais si on n'a pas l'argent, des financements, ça c'est un thème à discuter. Et là, il faut voir comment combiner avec cette vision, disons, un effet de levier de l'investissement public
avec un attrait sur l'investissement privé. Et je pense que là, il y a une conversation d'avoir, et aussi avec des fonds de développement et d'autres coopérants. Euh, et, et peut-être c'est une façon de voir de comment le public peut créer l'opportunité, les conditions, diminuer le risque pour que le privé vienne comme un acteur pour passer à une autre échelle et initier certaines activités, notamment dans l'infrastructure de base numérique. Nous, je veux aussi être très clair, et encore merci Jean-Marie pour, comment s'appelle, ta générosité dans les propos du PNUD. Nous sommes une goutte et cet océan s'appelle, dans un océan, et cet océan s'appelle Haïti. Donc on est très consciencieux que nos actions sont ciblées, j'espère qu'elles auront un effet catalytique, mais s'inscrivent dans quelque chose de beaucoup plus grand qui justement est un élan national de par les autorités publiques, les autorités privées, ou l'action de l'activité de la société civile, mais on est vraiment extrêmement respectueux de cet élan. Pour moi, il y a un deuxième et un dernier point qu'il faut aussi, dans lequel on doit parler, c'est une partie soft. C'est le thème de l'inclusion. On ne peut pas avoir que du développement du numérique pour Port-au-Prince. Et donc, pour éviter cette fracture numérique, il faut vraiment commencer dès la conceptualisation de voir comment on peut prioriser le rural. Comment on peut focaliser l'école, ou justement cette jeunesse qui est la plus, comment ça s'appelle, intéressée par le numérique, qui est la plus sensible, c'est celle qui adopte le numérique immédiatement. Comment on peut l'entrer dans ce mouvement? Comment peut-être parler de proximité des services publics et utiliser le numérique? Et de nouveau, s'attacher aux plus vulnérables. Je sais que vulnérable, ça touche une grande partie de la population, mais je pense que ce sont des conditions, à mon avis, essentielles dans la partie d'un dialogue. Je veux retourner sur le positif, parce que je pense que, comme tout acteur dans le développement, c'est de regarder un verre qui se remplit et pas un verre à moitié plein, qu'il soit à moitié ou trois quarts ou quoi que ce soit. Et c'est voir justement quel est ce potentiel. Haïti est une population jeune. Elle est avide de technologie. C'est un vivier d'innovateurs. Il y a cette volonté, je pense, et on l'a vu et on le voit avec les autorités nationales, qui sont sensibles à ce premier sommet de l'IA et voir comment s'appelle, l'engagement d'une BRH, d'un ministère des Finances, même le ministre de l'Éducation est venu, il y a d'autres ministères qui sont en train de reprendre. Je pense que il y a quelque chose par là. Et il faut justement essayer de se joindre à ce mouvement qui est initié par les différents acteurs. Je ne parle pas des privés, surtout les jeunes, des acteurs de la société civile, on avait la fédération des PME. Eux, c'est évident qu'ils sont en plein dedans. Donc, c'est là sur lequel il faut construire. Et on pense qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses avec des solutions et c'est pas beaucoup d'investissement. Il y a des solutions qui sont agiles, qui sont mobiles, qui peuvent être adaptées. On pense toujours au numérique des gros investissements. Il y a certaines choses qui le sont et d'autres qui ne le sont pas, surtout dans l'infrastructure. Mais d'autres choses peuvent être adaptées. Donc, on pense que avec la volonté politique forte, je pense des partenariats multi-acteurs, public-privé, académie, etc., et surtout une gouvernance transparente, il y a un potentiel. Et cela est possible dans un monde dont on parle justement du leapfrog. C'est pas parce qu'on commence aujourd'hui avec un retard qu'on peut pas récupérer. Aujourd'hui, on peut sauter certaines étapes dans son évolution du numérique. Et donc, peut-être, justement, avec la volonté qui émane aujourd'hui, il y a une opportunité. Et c'est, je pense, pour moi, un thème fondamental parce que le numérique est un moyen, pas une fin. Et justement, c'est un pari. Et c'est un pari justement sur l'éducation des jeunes, sur l'évolution de l'entrepreneuriat, de l'amélioration de l'administration publique dans son action, de servir la population, dans la même participation des citoyens. Et avant tout, c'est une équation gagnant-gagnante. Et je pense qu'on a tous la même conviction. Et pour cela, nous, comme PNUD, on s'attelle et naturellement, on suit avec beaucoup d'intérêt les évolutions et on ouvre nos portes et on se met à la disposition de tous les acteurs qui, justement, veulent rentrer dans ce mouvement ou qui lidèrent ce mouvement. C'est intéressant de parler de vulgarisation parce que tu as mentionné plein de projets auxquels le PNUD, je dirais, s'adhère. Et pour un petit peu toucher la jeunesse de ce pays, on sait que la vulnérabilité des jeunes pose problème.
et c'est important de travailler dans la vulgarisation. Mais je dois aussi rappeler que le PNUD a joué un rôle important dans de ce qu'on appelle l'intégration de l'Internet, l'arrivée de l'Internet en Haïti dans les années 2000. Aujourd'hui, et le PNUD encore était présent pour parler de l'intelligence artificielle qui est pour moi une révolution. Et bon, c'est pas le thème de cet épisode-là. Donc, tu as mentionné le sommet de l'IA, tu as mentionné aussi d'autres activités que le PNUD supporte. Est-ce que tu sens qu'on parlait aussi de politique publique, est-ce que tu sens que l'État, et tu as parlé des acteurs comme la BRH, le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation nationale, et est-ce que tu sens que cette synergie-là est possible? Et parce que parler de politique publique, c'est consulter aussi les acteurs, c'est travailler sur un plan commun, travailler et dégager une vision commune. C'est aussi s'engager, et que ce soit financièrement, que ce soit à créer les bases. Est-ce que tu penses que cette synergie est là? On peut se dire qu'on va apprendre des erreurs du passé, et aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle. Donc comment apprendre de ces erreurs et pour que vraiment on arrive à un développement durable. Donc politique publique, engagement des acteurs, tu sens que cette synergie est là? Je pense que c'est un élément extrêmement important, justement dans cette définition d'un pays qui est défini d'une façon consensuelle et participative, où est-ce qu'il veut aller, avec quels critères, quelles valeurs, quelles ambitions. C'est un thème qui est fondamental dans toute démocratie, ou qui soit inclusif. Et j'en reviens aux jeunes. Alors, quand tu me poses la question, donc ça, je pense que ce sont des espaces où justement cette concertation, ce dialogue peut avoir lieu. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que je vois des différentes expressions qui émanent de plusieurs espaces. Hier, j'étais avec le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce a lancé aussi une initiative pour appuyer les petites et moyennes entreprises, aussi avec une sensibilité d'innovation, de technologie. Donc, la BID est en train de travailler là-dessus. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience que nous sommes dans une réalité globale où le train du numérique est en train de passer. Et soit on le prend, soit on le perd. C'est une opportunité à ne pas rater et qui est, à mon avis, un effet de levier extrêmement important. C'est pas la réponse à tout, mais un effet de levier. Mais aussi, il faut voir que si on ne prend pas le train du numérique, quelles seraient aussi les conséquences? Je pense qu'aussi, il faut se poser ces questions. Donc, pour nous, c'est un peu l'ambition, c'est participer, d'alimenter les différents acteurs, mais il est évident que cela relève des Haïtiens et des Haïtiennes via ces différentes institutions, qu'elles soient publiques et privées. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un début intéressant et dans le cadre de mes capacités et de mes responsabilités, je me mets à la disposition de tous ceux et celles dans un cadre d'un leadership national. Nous, on ne fait que suivre l'enthousiasme national, la volonté, ce dynamisme national. Et je pense que je vais citer aussi, on accompagne, on respecte beaucoup, on s'aligne. Et ça, je pense que c'est une fonction essentielle qui nous régit comme activité dans le cadre de nos activités. C'est l'écoute, c'est l'alignement, c'est exactement dans cette direction. Mais il est évident qu'on apporte notre petit grain de sel d'enthousiasme aussi, sachant qu'on y croit beaucoup. Je veux citer donc, ma réponse est oui. Je pense qu'il y a un début, une prise de conscience, et peut-être que la gravité de la situation, le fait qu'on ait 6 ans de décroissance, il y a aussi une prise de conscience que les choses doivent changer. Le status quo n'y arrive pas. Mais aussi voir que Haïti fait partie d'une économie mondiale. Ou parler de positionnement dans cette économie, voir quels sont ces éléments de compétitivité, quelles sont justement ces opportunités pour justement construire ce pays économiquement, aussi socialement et politiquement, font partie. Ne pas parler d'un Haïti en abstraction à partir de sa frontière vers le centre, mais justement du centre jusqu'aux frontières et au-delà. Et je pense que c'est un élément qui parle de cette vision dont on parlait avant, pas une vision simplement pour le numérique, mais une vision aussi d'une évolution du pays. Moi, je me rappelle, j'étais dans un pays et je me rappelle où j'avais, avec tous les acteurs avec qui je parlais, ils avaient tous le même message. Ça, ce sont nos leviers de changement, de construction économique, et il y avait cette clarité. Il y a certains éléments embryonnaires qui sortent,
mais peut-être fédérer et avoir justement, à partir de cet exercice d'un projet de société, me paraît extrêmement important pour justement cette construction et passer avec et donner cette ambition, ce courage, cette espérance à toute la population qu'on peut surmonter la crise que l'on vit aujourd'hui et passer justement d'une réflexion qui est purement court terme sur la situation sécuritaire à justement une réflexion qui, à partir d'une solution sécuritaire, qui est une condition sine qua non, aussi pense à cette évolution d'un Haïti qui justement réduit les fractures en termes de qu'on s'appelle de revenus, accès à des services sociaux, etc., etc. Et je pense que ça, c'est un thème fondamental. Je me permets de citer un exemple parce que notre action dans le cadre du numérique donc, va un peu dans tous les sens. Il y a une partie plaidoyer, une partie aussi d'appui directement au secteur, à travers ses acteurs. Il y a une partie justement j'espérais d'appuyer un écosystème pour qu'il se fédère, on participe et on essaie d'apporter notre apport. Mais je reviens au thème des jeunes. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont autodidactes, qui connaissent le système, les différentes applications, qui commencent et qui savent faire du code sur la base de ce qu'ils ont appris sur YouTube, ce qu'ils ont appris sur d'autres plateformes, qui utilisent l'intelligence artificielle d'une façon, comment ça s'appelle, aussi à titre professionnel dans le cadre de leur activité économique. Et il y a beaucoup de ça. Et donc, le thème du capital humain est fondamental. Et autant, il faut regarder naturellement l'éducation formelle via le système éducatif qui est fondamentale aussi. Mais il y a d'autres options, ils se nourrissent aussi d'autres espaces, et notamment du virtuel. Donc, pour nous, les thèmes d'éducation financière, c'est-à-dire dans une logique d'un jeune qui veut lancer un projet d'entrepreneuriat, micro-entreprise, de comprendre avant tout que normalement, on commence avec un capital d'une famille. L'évolution, c'est qu'on passe à un système de microfinance ou une banque. Donc, de comprendre quels sont les instruments de base, justement, dans un cadre de gestion financière. Comment avoir une relation avec une institution financière, quelle que soit l'institution financière. Les concepts d'épargne, les concepts de crédit, de taux d'intérêt, d'assurance, de viabiliser une relation de confiance avec une institution financière, de comprendre justement un prêt pour une activité économique, on le rembourse, et ensuite ça permet de passer à la prochaine étape dans cette logique d'un projet, d'une évolution, d'une croissance de cette entreprise. Ce sont des thèmes fondamentaux et qui sont être entrepreneur, c'est du dynamisme, mais c'est aussi certaines connaissances. Les outils financiers sont importants. Et aussi, pour nous, l'inclusion financière est un thème fondamental, mais aussi comme l'individu en soi-même. Le deuxièmement, ce sont les concepts d'entrepreneuriat. Justement, une entreprise, c'est, quelle que soit sa taille, il y a des concepts de gestion du personnel, de comptabilité, même si c'est des façons plus simples, quel que soit. Il y a des concepts de marketing. Si de nouveau on veut mobiliser du capital et maintenant on va préparer quelque chose, se présenter à quelqu'un qui investit, ça s'improvise pas. Il faut présenter une vision intégrale de ton entreprise, du marché, des opportunités, de ton positionnement, de l'état de ton entreprise. C'est quelque chose qui s'improvise pas. Donc apprendre ce langage et structurer justement tes pensées dans quelque chose qui soit viable pour attirer un investisseur, ce sont des choses qui ne s'improvisent pas. Tout ça, ce sont des concepts de base de gestion entrepreneuriale. Et le dernier point, et je vais te dire pourquoi je dis tout ça, c'est justement l'intelligence artificielle, sachant que parler d'intelligence artificielle, aujourd'hui on parle d'une chose, demain ça sera une autre chose, parce que chaque jour il y a des choses nouvelles. Mais nous, on s'est associé à Coursera. Coursera, comme tout le monde le sait, c'est le plus grand plateforme pour la plus grande entreprise qui donne des cours en ligne. Et nous allons lancer en début d'année scolaire, donc septembre-octobre, nous avons déjà monté le curriculum, un module de formation justement en éducation financière, entrepreneuriale et en intelligence artificielle destiné aux jeunes. Je vais insister sur 2 points. Avant tout, c'est en créole. Et pour nous, c'est un thème fondamental. Deuxièmement, lorsqu'on parle de renforcement des capacités, les renforcements des capacités, c'est pas comme un vaccin. On prend une piqûre et pas que c'est fait. Il faut qu'il y ait la volonté de l'individu de s'approprier de cette connaissance et en faire quelque chose. Donc, ces cours ne seront pas simplement des discussions, mais il y aura on donnera des diplômes avec un petit examen. Et donc, on est en train de donner
je pense qu'on va commencer avec 1000 licences. On veut récompenser ceux et celles qui justement font l'effort, qui justement montrent qu'ils vont jusqu'à l'appropriation et la compréhension des cours. C'est un cursus relativement important. On ne dit pas qu'ils doivent tout faire, mais on va aller dans cette dimension, dans cette dynamique pour pouvoir récompenser ces jeunes qui en veulent, qui ont besoin justement de connaissances, et on va leur mettre ça à disposition gratuitement, sachant qu'il y a un coût par derrière relativement important, mais on pense que c'est un investissement aussi dans ce nouveau leadership des jeunes qui, ce qu'ils veulent, c'est du savoir-faire, avoir des éléments de réflexion pour construire l'avenir comme individu, comme membre d'une famille ou comme entrepreneur. Et à partir de là, on pense que on pourra leur donner quelques instruments. Je me permets de citer, et si tu me permets, Jean-Marie, dans ma position qui m'a précédé, justement, je travaillais sur des thèmes d'investissement et ce qu'on travaillait beaucoup dans l'inclusion des jeunes, justement dans les systèmes financiers, pour qu'ils comprennent ces déclics. Et dans un pays que j'ai visité, on finançait l'association des institutions de microfinance pour qu'ils développent des produits d'épargne, de crédit, d'assurance plus adaptés pour les jeunes, plus simple, les taux plus bas, il y a un élément d'éducation financière par derrière. Et donc, en visitant, je demande à ce qu'on me présente des clients. Et c'était tous des jeunes, des teenagers jusqu'à la vingtaine. La réunion commence très silencieuse et à un certain moment, il y a un jeune qui lève la main et il me dit tu es arrivé trop tard dans ma vie. Alors, je dois dire, j'étais un peu étonné. Et pratiquement, il m'explique qu'il a compris ces déclics, justement de générer cette confiance d'une institution financière qui lui prête, qui l'accompagne dans son projet avec un premier prêt. À partir de là, il passe à un autre stade. Il rembourse son prêt. Il passe au deuxième prêt. Il commence à penser à protéger son actif avec de l'assurance, quel que soit le type d'assurance. Et ça aussi sauvegarder ses rentrées financières, payer son personnel en disant l'institution financière. Et c'était une micro-entreprise de 3 personnes. Et il m'a dit, moi j'ai commencé tout seul, on est aujourd'hui 3. Et donc, avec cette ambition, cette vision, cette confiance, et il a dit, j'ai compris ça trop tard dans la vie. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. J'ai eu une deuxième requête juste après ça, et une deuxième personne lève la main, parce qu'à partir du moment, c'est devenu très actif. Une deuxième personne lève la main et dit, imaginez-vous si dans notre pays, tous les jeunes connaissaient les concepts de base d'éducation financière. Ça serait un autre pays. On y croit fermement, et je pense que ce sont des éléments, et on le fait avec beaucoup de conviction de lancer ce cours. On ne dit pas qu'on va, comment ça s'appelle, ça va être la solution à tout, mais je pense que c'est doter les jeunes de ces compréhensions de base qui sont un prérequis si on veut qu'ils soient des acteurs dans leur société et notamment économique, sont des thèmes fondamentaux. C'est très intéressant. Donc, tu as mentionné le capital humain qui est très, très important parce que cette jeunesse-là doit être formée. Mais bon, tu sais aussi qu'il y a cette vague de compétences aussi qui suit le pays par rapport à la situation de sécurité. Donc, les rapports disent que un peu plus de 80% de la capitale est livrée aux gangs. Les écoles, les universités sont fermées. Donc, quelqu'un dirait, parler de tout ça, est-ce que c'est un contraste hein, où on rêve? Mais pourquoi parler d'intelligence artificielle? Pourquoi parler d'inclusion numérique? Pourquoi parler d'inclusion financière dans un pays où, je dirais, les gangs contrôlent un peu tout? Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui te pose cette question-là? Alors, avant tout, je suis à Port-au-Prince et moi-même en personne avec mon équipe, je vis les réalités que tout le monde vit ici à Port-au-Prince. Je veux mettre en avant aussi, c'est que Port-au-Prince n'est pas, dire, le département de l'Ouest et l'Antimonide ne sont pas tout le pays. Il y a quand même d'autres départements, aussi avec d'autres réalités qui ne sont pas simplement affectées par ces réalités sécuritaires. Donc, il faut quand même nuancer un peu, sachant que il y a aussi des opportunités dans d'autres zones du pays, dans d'autres départements. Premièrement. Deuxièmement, je pense que est facile à dire, mais la vie est cyclique. On ne peut pas accepter que ce soit une réalité permanente.
Et il faut croire, et des actions sont entreprises, donc avec beaucoup de respect aux actions des vaillants, qu'on s'appelle, membres de la PNH, qui, avec toutes les difficultés auxquelles ils font face, sont aujourd'hui de nous protéger à nous tous, y compris moi-même. Et j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'ils font, de Ouais, même de la ouais. MSS, C'est et apprécié. naturellement des élections. On apprécie ça et on le respecte beaucoup comme citoyen. Mais il faut peut-être ne pas accepter et dire il faut faire quelque chose. Et on ne peut pas rester les bras croisés. Et je pense que la jeunesse a un atout. Ils ont un rêve, ils ont un refus de cette réalité. Et il faut leur dire ne démordez pas, construisez ce pays, participez et continuez à faire ce que vous faites. Leur dire aussi que c'est à travers d'eux qu'on va changer ce pays. C'est cette jeunesse qui aujourd'hui est cette force de ces pays. Euh, elle- elle- il faut vraiment leur donner confiance. Et donc, c'est à partir de là, et même ça paraît facile de dire, mais il faut anticiper, il faut être contre-cyclique. Euh, Parce que le développement, il y a un problème de gouvernance qui a l'aspect sécuritaire, mais on doit regarder le thème social, on doit regarder l'économie économique, on doit regarder d'autres variables culturelles, euh, le développement territorial. Et donc, il y a des leviers qui sont pour moi inéluctables. C'est ce thème de jeunesse, d'innovation, de technologie connectée à l'entrepreneuriat. Ce ne sont pas des options pour Haïti. Aujourd'hui, ce sont des effets de levier. Mais n'oublions pas que cette jeunesse, aujourd'hui, est un actif. C'est une force. Il faut en profiter. Et n'oublions pas que si l'un n'est pas fait, ça peut avoir un autre revers de la médaille. Donc, baptisons sur la partie de l'équation gagnante. Ce sont des éléments d'une équation gagnante. Il faut leur donner l'ambition, le courage, les capacités, les instruments et leur passer ces messages. Et pour nous, c'est pour ça que c'est important d'avoir, au-delà des actions, disons, techniques, d'appui ponctuel avec des financements, des appuis techniques avec des entreprises, les plateformes, c'est justement passer ces messages. En parlant, qui aurait pensé parler de l'intelligence artificielle en Haïti? Ça a été fait. Il y a eu 1000 personnes qui sont venues. Il y avait une quantité de jeunes. 17% des participants, parce que nous avions développé une fiche pour enregistrer, c'était des jeunes entrepreneurs. 17%, donc 170 personnes. Si j'en rappelle bien, lorsqu'on parlait, on avait à peu près une population qui, à 40%, utilisait régulièrement ou avait des connaissances de l'IA, et à peu près 2 tiers qui l'IA était un peu quelque chose de distant, mais qui avait de l'intérêt. Donc, il y a un potentiel, euh, et je pense qu'il faut construire ce potentiel. Ils sont là, ils ne demandent qu'à être libérés dans leur créativité, dans leur imaginaire, dans leur ambition, et je pense que ça doit sortir dans le débat public, ça doit sortir dans les politiques publiques, ça doit sortir dans les actions concertées des acteurs économiques, naturellement des différents partenaires, et le plus n'en est un parmi tant d'autres. Et à partir de là, je pense que peut-être mobiliser cette jeunesse et dire aussi que la jeunesse, ce ne sont pas que des jeunes avec des Kalachnikov. La grande majorité de la jeunesse a une autre réalité. Malheureusement, on a cette image qui est un peu simpliste à mon avis, que ce sont justement les jeunes ont tous des armes. Il faut travailler sur ceux qui font justement, qui y croient, et peut-être cela va induire à ces jeunes qui aujourd'hui sont sous l'effet et la mainmise des gangs de se reconvertir, de voir qu'il y a d'autres options, d'autres ambitions, et peut-être se joindre des activités qui sont beaucoup plus positives. Donc, il est important, à mon avis, de ne pas croiser les bras, de ne pas se laisser faire, et je sais que c'est pas facile à dire, mais si on croise les doigts, c'est qu'on accepte le status quo. Et cela, à mon avis, n'est pas la façon de procéder. C'est le message que tu Et je ne pense pas. partages avec c'est le message que tu partages avec les autres, l'écosystème, comme on dit, et de la communauté internationale. C'est ce message-là centré sur les jeunes que tu partages avec eux. Alors, je pense que le thème économique, jeunesse, le thème du numérique est en train de sortir de plus en plus euh, et en train de est en train de, disons, apparaître dans les débats. Et cela, c'est aussi par l'impulsion justement des acteurs étatiques. Vous avez des ministres qui en parlent, vous avez des acteurs économiques qui en parlent, il y a des espaces
Je pense qu'il y a un an, moi j'avais d'ailleurs, le PNUD avait une initiative économique importante. Bon, c'était en début d'année dernière, on sait tous ce qui s'est passé. On n'a pas pu le faire. Il y a un moment, je pense, d'opportunité. Il faut en profiter et remettre cette thématique sur la table. Donc, pour nous, oui, on en parle, mais nous ne sommes pas les seuls. Donc, il est important de le dire, qu'il y a d'autres acteurs qui ont cette sensibilité, qui, au-delà des différentes prioritaires sur le sécuritaire, sur les thèmes de gouvernance, des thèmes électoraux et constitutionnels avec un référendum à venir, voit aussi d'autres éléments, parce que ça, c'est, lorsqu'on parle, on ne peut pas avoir un pays qui se développe avec une croissance, avec un PIB qui décroît. Donc, la conversation sur la dimension économique est fondamentale. Et à partir de là, je, je sens et j'écoute beaucoup d'acteurs en parler d'une façon transversale et de différentes latitudes. Et tu as évoqué les élections à plusieurs reprises et je voulais laisser cette partie-là pour avoir une conversation sur l'aspect, c'est une question que beaucoup se posent, c'est l'adoption du vote électronique aux prochaines élections. On n'a pas eu les élections depuis 2016 en Haïti, on le sait, et on doit renouveler le personnel politique, on le sait. Mais qu'est-ce que tu penses de l'idée d'avoir le vote électronique aux prochaines élections? En Haïti, on ne sait pas quand on va les avoir, mais l'idée d'avoir le vote électronique, c'est, à ton avis, c'est faisable? Hein? Quels sont les obstacles pour intégrer le vote électronique si tu penses que c'est une bonne option? Alors, avant tout, c'est une solution qui a été adoptée dans le pays, donc ça mérite d'explorer. Je sais que c'est sur les lèvres de beaucoup de personnes. Et dans un pays où la confiance dans les institutions est fragile, ou aussi où il y a un réflexe un peu pavlovien qu'élection, c'est aussi violence, où la participation électorale a été faible, peut-être que le vote électronique n'est pas, disons, mis en place d'une façon graduelle, peut-être une façon de renforcer la transparence, moderniser naturellement le processus des scrutins et recollecter les citoyens. Et je parle de nouveau ces jeunes. On parle de ces jeunes qui sur cette réalité et vraiment reconnecter les jeunes sur ce qui est le cœur de l'enjeu démocratique. Et c'est à partir d'un processus électoral, ça va au-delà de ça. Il est clair qu'aujourd'hui, le CEP est en train de faire des pas importants pour enclencher le processus électoral. Le prochain, disons, le prochain rendez-vous, c'est le référendum. Nous avons vu tous un décret publié qui marque, à mon avis, une étape institutionnelle qui est très importante. Et tout dernièrement, le Conseil électoral provisoire a convoqué à une retraite de planification stratégique. Et à cette retraite, la primature, l'ONI, FADH, PNH, il y avait d'autres partenaires, dont le PNUD naturellement était présent, justement pour ce dialogue sur les différentes étapes du processus électoral, planification, coûts, éléments logistiques, éléments d'organisation. N'oublions pas que c'est un pays qui ne vote pas depuis pratiquement 10 ans, donc il y a un rodage à refaire, et donc c'est une dynamique qui se renouvelle, mais on le voit de par les déclarations depuis Monsieur le Premier ministre, du président du CEP, qu'il y a une volonté de reconstruire un processus électoral crédible, avec toutes les difficultés que cela représente, parce qu'on n'est pas dans une situation idéale et on le sait tous. Donc aussi prendre conscience que cela se fait dans un cadre extrêmement volatile et complexe. Nous n'avons pas une réalité qu'on s'appelle comme dans d'autres pays où ne serait-ce que l'aspect sécuritaire doit être pris et requiert de penser le processus électoral en conséquence. Donc, nous avons un rodage avec le processus constitutionnel qui va passer par un processus référendaire. C'est une façon d'avoir un test de grandeur nature, d'un premier rodage, justement réactiver la machine électorale, les équipements, les infrastructures électorales via les BET, tous le personnel, de rétablir les mécanismes institutionnels et logistiques. Et naturellement, et là je reviens au thème du numérique, si les conditions s'y prêtent et s'il y a cette volonté, moi j'entends
légèrement, ces choses se font graduellement, mais justement d'introduire des éléments d'innovation technologique, et cela se fait généralement d'une façon progressive et encadrée. Donc, Mhm. je veux insister sur ce qu'on sait tous. Le vote électronique, ça s'improvise pas, ça se fait pas en 2 mois, ça se fait pas en quelques mois. Ça a besoin d'un cadre juridique solide. On a besoin d'une infrastructure numérique fiable dont nous avons parlé. Il faut des Mhm. garanties de cybersécurité pour s'assurer que Aussi. justement la voie émise arrive bien au bon endroit, qu'il y ait Mhm. des auditeurs indépendants, qu'il y ait surtout une compréhension, une appropriation citoyenne extrêmement large, et que comprennent les dynamiques. Donc cela, et c'est pour ça que je parle de gradualité, et ce sont des éléments à considérer, sachant que la décision incombe à l'État haïtien. Donc il faut justement axer, ce n'est pas un thème technique, mais avant tout qui commence par la confiance. Et la Mhm. confiance commence par cette ouverture d'expliquer, parce que ça pourrait avoir aussi un revers de la médaille, de justement susciter de Ouais. la méfiance. Et Ouais. donc, on peut prendre ça en considération dans un souci de gradualité et peut-être apprendre d'autres pays. Nous, naturellement, on se porte à la disposition du CEP, des autorités, s'il y avait une volonté d'aller dans une façon ou d'une Mhm. autre, dans un cadre peut-être expérimental ou Explorer d'autres modèles. ciblé, euh, décision qui est à prendre et qui ne nous incombe pas. Mais il est évident que lorsqu'on pense que la jeunesse est en train de voter pour la première fois, que nous avons ce gap entre les 18 et les 27 ans qui n'ont jamais voté, plus les autres qui arrivent, Ouais. euh, il y a peut-être quelque chose à considérer parce que eux, ils comprennent l'outil numérique. Et ça peut Mhm. créer à établir ce lien entre un citoyen et Mhm. justement un processus démocratique. Donc, je reviens au point, et je ne suis pas là pour donner une réponse. Oui, c'est une option à considérer, euh, peut-être d'une façon graduelle. De nouveau, ce n'est Mhm. pas la décision incombe au pays et à ses autorités. Peut-être dans une forme pilote, dans certaines zones, ça a été le cas dans d'autres pays. Peut-être pour certaines catégories de la population, peut-être ça pourrait être les Haïtiens, les Haïtiennes résidant à l'étranger. C'est un ciblage. Ce qu'on a vu que dans les autres pays où ça s'est fait d'une façon graduelle. Et cela est Mhm. important parce que il faut que cette innovation technologique ait un objectif ou trois objectifs fondamentaux. Un, c'est restaurer la confiance et que ce ne Mhm. soit pas un élément justement d'installer la méfiance. Deuxièmement, que ça Ça apporte peut un aider. élément de Mhm. sécurisation du processus et surtout que ça permette de plus de participation. Je pense que ça, c'est un thème fondamental, que justement le numérique, c'est une façon d'arriver à tout le monde Ouais. et donc il serait triste d'installer un processus pour qu'il y ait moins de votants. Et donc ces éléments sont fondamentaux, mais il est évident que oui, ce sont des considérations à avoir et peut-être qu'il y a une façon expérimentale, mais je laisse naturellement les Mhm. autorités électorales en prendre, comment ça s'appelle, ils en ont pris conscience, mais à en débattre et à en décider. Je peux ajouter aussi que, et comme c'est un constat, et les jeunes sont souvent mis à l'écart dans l'espace décisionnel. Donc, et ça pourrait aussi encourager les jeunes leaders à se positionner aussi dans- comme candidat, pourquoi pas, pour occuper des fonctions, parce que ça aussi, c'est un élément important. Et les jeunes qui regardent comme des spectateurs, mais avoir aussi des jeunes qui s'activent, qui prennent leur destin en main et aussi qui comprennent la réalité des autres jeunes. Ça peut aussi booster la participation et encore plus et la participation comme candidat aussi dans le processus électoral, dans l'espace de décision, quoi. Oui, je suis totalement d'accord. Et c'est ce que tout le monde veut, je suppose, et Mhm. qu'on souhaite tous pour toutes les sociétés dans le monde. Quel rôle que le PNUD peut jouer et pour non seulement permettre aux jeunes d'avoir, je pourrais, de savoir que cette technologie-là existe et qu'elle peut aussi changer leur vie. Mais en termes de développement, quel rôle que le PNUD peut jouer dans ce processus-là? Nous croyons en ces individus, ces institutions qui veulent changer le pays, qui ont cette vision positive, qui sont naturellement conscientes des réalités qu'il faut aussi résoudre et qui sont présentes. Et je pense que notre message
nous sommes lucides, mais nous y croyons et nous nous mettons à votre disposition, quels que soient les acteurs. Ce que nous voulons, c'est apporter d'une façon constructive, respectueuse et engagée à cette construction, à cet apport d'un projet de société, de cette vision, de cette ambition d'Haïti sur lequel nous, personnellement, nous y croyons. Donc notre message est plutôt un message de mise à disposition et de travailler d'une façon concertée et avec justement cet élan collectif. Merci pour ta participation, Xavier. Et ça a été un exercice, je dirais, intéressant parce qu'on sait que le PNUD, en tant qu'acteur, joue son rôle aussi je pourrais dire, dans la promotion et aussi l'engagement des acteurs du numérique dans le pays. Merci et je souhaite longue vie à tes projets aussi et continue à impacter les jeunes d'Haïti. Donc, Jean-Marie, encore merci. Un plaisir et un honneur de participer à ton émotion. Et de nouveau, nous gardons contact et ça sera peut-être une autre occasion de parler d'avancer. J'espère à très bientôt. Merci Xavier, merci tout le monde. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode. À bientôt. Au revoir.